Dimanche 8 décembre, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Manohiva et Heititi sont les grands gagnants de cette 18e édition du Hura Tapairu dans leurs catégories respectives. Lors de ce prestigieux concours, 25 groupes se sont affrontés en Mehura et en Tapairu. La grève des fonctionnaires continue d'affecter lourdement les voyageurs en Polynésie. Malgré les annulations de vols, les touristes cherchent des solutions pour réussir leur séjour. Nous avons suivi un couple et on fera un point sur ce conflit avec notre invité, le président du pays, Moetei Broderson. C'est une difficulté à laquelle font désormais face les artisans créateurs. Trouver des nacres de bonne taille et de bonne épaisseur, des solutions, mais elles ont un coût. Et en deuxième partie de journal, comme chaque dimanche, Oriano Tefo nous rejoindra pour l'actualité sportive de cette fin de semaine et elle est riche. Et pour ouvrir notre édition de ce soir, la remise des prix de la 18e édition du Hura Tapairu s'est tenue hier soir. 25 groupes ont participé cette année dans les catégories Mehura et Tapairu. Hier soir, il n'était plus que 14 finalistes en lice. Et ce sont les groupes Manohiva en catégorie Mehura et Heititi en catégorie Tapairu qui se sont distingués. Les détails avec Naya Bennett. Le jury et moi voulons adresser nos sincères condoléances à la famille. La soirée de remise des prix des Hura Tapairu aura été marquée par un hommage. Hommage à Jefferson Teatau Terani, membre cher de la chorale du groupe Heirurutu, qui s'en est allé. Avec une première place en Mehura, une seconde place en Tapairu ainsi qu'en Aparima et en Otea, Manohiva aura su être régulier dans cette 18e édition du Hura Tapairu. Ils étaient 10 troupes encore en lice pour la finale de la catégorie Mehura, dont Arere Mvahine et Matarufo qui terminent respectivement 2e et 3e de cette catégorie. Dans la catégorie Tapairu, c'est une nouvelle fois une troupe bien connue du Fénois qui s'adjuge la première place, en l'occurrence Heititi. Heititi, premier également en Aparima et en Otea, et qui termine 4e de la catégorie Mehura. Au total, ce sont 3 500 000 francs de gains qui ont été remis aux lauréats du Hura Tapairu édition 2024. Débutée vendredi, la grève de la frappe bouleverse les vacances des touristes qui visitent notre Fénois. Notre journaliste Nicolas Pérez est allé à la rencontre d'un couple souhaitant se rendre dans les Tuamotu. Avec des informations partielles et la crainte de perdre leurs économies et leur temps, le stress monte. Un reportage de nos journalistes Nicolas Pérez et Meriteato. Après 3 jours de grève, l'aérogare de Tahiti-Fa'a est toujours aussi calme. Mais pour un bon nombre de touristes, la situation n'est pas simple. C'est le cas pour Joséphine et Florian qui doivent décoller demain, direction Tikehau. Mais le jeu de piste ne fait que commencer. On a appris la nouvelle hier par mail, en recevant un mail comme quoi notre vol était annulé et qu'on aura un nouveau vol le 22 décembre, soit après la date de retour normalement. Donc on n'a pas trop compris, donc on est venu un peu en urgence ce matin à l'ouverture des agences. Et donc on nous a confirmé qu'on n'aura pas de vol pour Tikehau, enfin qu'ils n'ont pas plus d'informations à cause de la grève. Et là, on essaie de trouver une solution de repli, donc d'essayer d'aller à Rangiroa et d'aller par nos propres moyens de Rangiroa jusqu'à Tikehau. Un flou informationnel qui risque de leur coûter plus cher que prévu, puisqu'une fois arrivé sur Rangiroa, le couple devra trouver une solution pour rejoindre Tikehau. On a réussi à trouver une navette privée, donc pour l'instant c'est notre option préférentielle. On essaie de se renseigner quand même parce qu'on a entendu parler de la navette communale qui est quand même beaucoup moins chère, donc ça nous arrangerait. Navette privée, on est sur 15 000 francs pacifiques par personne. Navette communale, on n'a pas trop eu d'infos, mais apparemment c'est quasiment moitié prix. Donc ça nous arrangerait pas mal quand même. D'autant plus que c'est à nos frais. Voilà. Déterminés à prendre un maximum d'informations auprès de leur compagnie aérienne, Joséphine et Florian souhaitent découvrir un autre archipel après leur escapade au Tuamotu.
Après, on va aux Marquises et là, il y a l'air d'avoir moins de plan B, plan C, donc on croise les doigts pour que ça soit fini d'ici là. Aucun vol ne partira ce lundi sur les aérodromes concernés par la grève. Pour Joséphine et Florian, rien ne viendra entamer leur enthousiasme de découvrir le Fénois, à condition qu'ils arrivent à atteindre leur prochaine destination. Et cet après-midi, les responsables syndicalistes de la FRAPP se sont réunis pour mettre au point leur plan d'action. Demain matin, ils seront devant la présidence et prévoient de marcher jusqu'à l'Assemblée où se tiendra une séance de la session budgétaire. On écoute Jean-Paul Ourima au micro de notre journaliste Mérité Atou. Tant qu'il n'y aura pas d'ouverture de négociation sur le premier point de revendication, nous restons également très fermes sur notre position. Ah, j'ajoute que j'ai entendu une intervention du président, il me semble que c'était hier soir, qui parlait de demander aux autorités américaines de bloquer l'accès des États-Unis à nos papiers d'aérodrome. Mais c'est complètement délirant, complètement délirant. Là, au lieu de chercher l'apaisement, ils cherchent vraiment à mettre de l'huile sur le feu. Demain, nous allons procéder à un rassemblement général devant la présidence, comme vendredi dernier. Et en fonction, s'il est toujours accrebouté sur sa position de fermeté, nous allons monter en puissance sur ce mouvement-là. Et puis, voilà. Il faut déjà savoir que je demande à la population de bien vouloir nous en excuser parce que c'est une situation très, très, très difficile. Et nous accueillons tout de suite le président du pays, Moïté Broderson Yorana. Merci d'être venu. Demain matin, on vient de l'entendre, les grévistes prévoient une marche jusqu'à l'Assemblée. Les recevrez-vous? Écoutez, déjà, ils ont dit qu'ils seraient devant les grilles de la présidence. J'y étais, ils ne sont pas venus. Ensuite, on les a revus à midi, ils sont venus, ils sont repartis. Pour moi, c'est assez enfantin ce comportement. Demain, s'ils viennent à l'Assemblée, je suppose qu'ils voudront rencontrer le président de l'Assemblée et certains membres de la majorité. S'ils demandent à me voir, je serai là, bien entendu. Mes portes ont toujours été ouvertes. Ceux qui, par 3 fois, ne sont pas venus, c'est les syndicats. C'est ce syndicat. Alors, vous parlez justement d'un comportement enfantin. Cette grève de la FRAPP qui concerne les fonctionnaires du pays a débuté depuis vendredi. La tension entre vous et les grévistes, vous avez évoqué justement ce terme d'enfant gâté, de chantage. On a l'impression pour le moment que le dialogue est presque impossible. Qu'en est-il? Non, ma porte a toujours été ouverte. Je les ai toujours reçus quand ils ont fait preuve de bonne volonté et qu'ils ont bien voulu venir. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. On a en face de nous des gens qui... Je parle pas de l'ensemble de Lazare des rangs, mais quand on prend l'ADAC, ce sont des salaires qui sont bien au-delà de ce que gagnent les catégories D. On parle de gens qui gagnent en moyenne 600 000 francs. Et c'est ceux-là qui viennent inciter les petits, comme ils les appellent, à la grève. Écoutez, à un moment donné, il faut être sérieux. J'aimerais revenir, Président, justement sur la revalorisation de 40% du point d'indice, qui est le point central de ces revendications. Cette demande, vous la rejetez, elle vous paraît injustifiée, voire excessive? Il n'y a pas qu'à moi qu'elle paraît complètement surréaliste et excessive. Un syndicat s'est clairement exprimé en disant que ce n'était pas raisonnable, que c'était totalement délirant. 40% d'augmentation du point d'indice, ça représente 11 milliards de dépenses supplémentaires minimum à l'année. Mais enfin, dans quel film ils ont vu ça? Dans un post publié il y a 2 jours, Temat et le GAIC estiment que plutôt que de revoir le point d'indice qui concerne tous les salaires, il faudrait revoir les grilles pour les bas salaires. Votre avis sur ce point? C'est une des pistes que nous avons proposées dans la proposition de protocole de sortie de grève que la FRAPP a balayé d'un revers de main. Pour eux, c'est 1500 s'ils n'ont rien. Il faut savoir s'ils veulent vraiment qu'on améliore la situation des petits. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une augmentation du point d'indice, ça profite à tous les fonctionnaires, mais surtout aux gros, surtout à ceux qui gagnent très bien leur vie.
Donc nous, ce que nous proposons, c'est effectivement de concentrer les efforts et de pouvoir le faire rapidement sur les plus petits de nos fonctionnaires, sur les catégories D, et juste après, et d'aller ensuite en dégressif. Ça nous paraît une démarche plus équitable. C'est très exactement ce que nous avons proposé de faire dans la proposition de ce protocole de sortie de grève qui a été balayé d'un revers de main par la frappe. Un petit mot pour les élèves. Le rapatriement d'un millier d'élèves dans les îles doit commencer mardi. Redoutez-vous des difficultés? Bien sûr, écoutez, les difficultés, elles ont déjà commencé. Ces deux touristes qu'on a vus dans votre reportage, ils sont de très bonne composition, ils ont l'air d'avoir du temps, ils sont de bonne foi. Il y a des cas beaucoup plus critiques, il y a des gens qui doivent reprendre le boulot. Il y a des malades, des touristes qui sont malades en fin de traitement, qui doivent pouvoir assurer la continuité de leur traitement. Donc oui, nous sommes inquiets, bien sûr. Avez-vous sollicité des réquisitions auprès du haut-commissaire pour limiter les difficultés du transport aérien? Non, nous n'avons pas encore. Là aussi, j'ai lu beaucoup de choses. Mais bon, quand on se compare à Mandela, il faut s'attendre à tout. On n'a pas demandé de réquisition à ce jour. On les prépare, puisqu'il faut les préparer. Nous avons également un dispositif préalable qui s'appelle le service minimum, mais qui date de 2016 et qui est assez, je dirais, qui n'est pas très bien architecturé. C'est le premier dispositif qu'il faut mettre en œuvre et ensuite les réquisitions viendront, mais elles sont en train d'être préparées. Près de 3000 passagers ont déjà été impactés par la grève, dont de nombreux touristes, on vient de le voir dans ce sujet. C'est un problème pour l'image de notre destination? Bien sûr, mais ça n'a pas l'air de préoccuper beaucoup les syndicalistes de la frappe. Justement, demain, l'Assemblée se penchera sur des modifications fiscales et sur le projet de budget 2025 du pays, un budget dans lequel la masse salariale s'élève à 34 milliards 859 millions, c'est soit 743 millions de plus qu'en 2024. Cette hausse est inévitable. Cette hausse est pour partie inévitable, c'est ce qu'on appelle le GVT, le glissement vieillesse-technicité, c'est l'avancement qui est acquis dans l'administration et qui existe aussi dans le privé. Donc ça, c'est pas quelque chose, ce n'est pas une chose sur laquelle on peut revenir ou on veut revenir. Et ensuite, nous avons procédé à des embauches supplémentaires parce qu'il y a certains services qu'il faut absolument venir renforcer. Je donnerai uniquement l'exemple de la DCA, c'est le service qui est en charge de l'octroi des permis de construire. Nous avons, depuis que nous sommes arrivés, eu beaucoup de sollicitations à la fois des promoteurs immobiliers, des gens qui sont dans la construction, des particuliers qui nous disent mais c'est la croix et la bannière pour obtenir dans les temps un permis de construire. Donc nous avons dans le BP 2025 inscrit 5 postes supplémentaires à la DCA justement pour venir fluidifier la délivrance de ces permis de construire. Et il y a d'autres services comme ça dans lesquels nous avons décidé de venir renforcer les moyens parce que c'est essentiel. Justement, je rebondis sur ça. En 2025, l'exonération des droits de taxes sur les matériaux de construction est maintenue. La fiscalité baisse pour les acquisitions immobilières. Prévoyez-vous d'autres mesures pour aider les classes moyennes à s'en sortir? Oui, et pas seulement. Vous savez, quand on parle de coût de la vie, évidemment, il y a ce qu'on peut appeler le coût du caddie sur les produits alimentaires. Là-dessus, on l'a dit depuis le début, c'est très difficile d'agir puisque c'est une inflation importée. Le prix de la potte de maïs qui nous vient du Brésil ou de Beauce, c'est pas nous qui le fixons, il est fixé avant d'arriver ici. Tant qu'on ne produira pas la majorité des choses qu'on mange, on aura très peu de levier finalement sur le caddie alimentaire. Maintenant, le coût de la vie, le pouvoir d'achat, ce n'est pas que le caddie. Le logement, c'est aussi un gros poste. L'énergie, c'est un gros poste. Nous avons maintenu le prix de l'électricité, maintenu les tarifs sur les hydrocarbures qui étaient prévus d'augmenter de 20% juste avant notre arrivée. Et donc, nous prévoyons d'agir sur le logement, effectivement, au travers de conditions améliorées, à la fois pour ceux qui construisent, mais aussi pour ceux qui finalement, les clients, puisque nous allons mettre en place le prêt à taux zéro. Comment, justement, pour rebondir sur le prix de l'électricité et de l'hydrocarbure qui ne bouge pas, comment est-ce qu'on l'explique? C'est un mécanisme qui est connu de tous les gouvernements qu'on appelle le FRPH, le Fonds de régulation du prix des hydrocarbures. Donc en fait, quand le tarif à l'international baisse, eh bien cette caisse de régulation se remplit. Et quand ce tarif est à la hausse, on puise dans cette caisse pour venir équilibrer et maintenir le prix. C'est aussi simple que ça.
Alors, en 2000, sur la vie chère, il y a une nouveauté, des taux réduits des droits de douane des produits d'origine Océanie. Est-ce que, par exemple, le prix de la viande de Nouvelle-Zélande va baisser? Bien, écoutez, ça fait partie des produits effectivement qui sont visés. Nous pensons qu'il est naturel de finalement commercer plus avec notre bassin géographique. Et cette mesure va dans ce sens. Un mot sur le plan climat 2030 sur lequel les élus vont se pencher. Énergie, transport, importation, gestion des déchets, ça nécessite d'investir massivement et de penser les choses autrement. Le pays est-il prêt? Le pays aujourd'hui n'est pas prêt, il se prépare. Ce serait mentir que de vous dire qu'on est prêt aujourd'hui. C'est des objectifs ambitieux, c'est des objectifs aussi sur lesquels il ne faut pas s'auto-flageller parce que vous savez, quand bien même nous serions le pays le plus vertueux en matière de comportement environnemental et climatique, dans les émissions de gaz à effet de serre, je crois qu'on doit être en dessous des 0,025% au niveau mondial. Donc ce sont réellement les grands pays qui sont pollueurs, c'est eux qui doivent agir, mais nous devons faire notre part. En tout cas, merci Président d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation dans la suite de vos projets. Trouver des nacres de bonne taille et de bonne épaisseur est devenu un exercice difficile pour les artisans nacriers, à tel point que certains se tournent vers le gouvernement pour trouver de l'aide. Des solutions sont déjà identifiées, mais elles supposent des coûts supplémentaires. Naya Bennett. De 12 cm à plus de 15 cm dans les années 2000, aujourd'hui les nacres peinent à atteindre la taille de 12 cm de diamètre. Des nacres plus petites et donc moins épaisses qui rendent le travail des artisans nacriers plus difficile et rendent leurs produits fragiles. La nacre, on ne la laisse pas brute en fait. On vient décaper le dessus, donc ça nous affine déjà la coquille, quoi. Ensuite, on doit y mettre des gravures, faire des bas-reliefs. Donc on arrive tout de suite sur des épaisseurs super fines. Donc si la nacre, quand elle arrive, elle est déjà fine, ben pour nous, on ne peut pas travailler de manière correcte, quoi, et fournir des pièces de qualité, quoi. Pour pallier cette insuffisance, les artisans nacriers avancent une première solution, celle de maintenir en vie les huîtres perlières après extraction de perles afin de les faire grossir. Une opération qui engendrera des coûts supplémentaires qu'il sera difficile de supporter. Nos fermes perlières, ce sont d'abord et avant tout des entreprises. Donc ça veut dire que si on veut les inciter, il va falloir les accompagner. Donc ça, ce serait une option. On aurait également une autre option parce qu'il faut savoir qu'on a quand même 1600 tonnes par an de nacre qui sont exportées en Asie. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler, un consensus à trouver entre les perliculteurs et les nacriers de manière générale pour que dans ces 1600 tonnes, on ait une petite partie de ces nacres qui correspondent aux besoins des nacriers qui restent chez nous. Et enfin, troisième solution avancée, une économie sociale et solidaire qui consistera en la mise en place de fermes de culture de nacre non destinées à la production de perles qui proposeront d'une part des nacres de bonne taille et d'autre part des prix à la revente attractifs. Et en bref, Calissim et Miss Trans France 2022 aura fièrement représenté les couleurs du Fénois lors du concours de Miss Trans International à Liège en Belgique, un parcours qu'il aura hissé dans le top 7. Et en bref, toujours accident hier à Taravot, un scooter et un vélo électrique. 3 personnes ont été évacuées à l'hôpital de Taoné, dont un plongé dans le coma. Le passager du scooter a subi une intervention chirurgicale et son état est grave. C'est l'heure désormais de votre journal des sports avec un agenda bien fourni ce week-end. Et oui, je suis ravi de vous rejoindre pour un concentré d'actualité sportive. Ce soir, nous ferons la part belle à la course à pied à la jeunesse et c'est maintenant. La 12e édition du Raid APT s'est tenue hier à Eatea. Et avec cette année, une participation record, plus de 200 coureurs, toutes catégories confondues, avec un nouveau parcours de 17 km en pleine nature. Malgré un sentier glissant et un important dénivelé, les coureurs sont unanimes. La course était dure mais belle. Et retour sur cette journée avec nos 2 aventuriers, Jessica Doucet et Jeffrey Liao.
Place Mahuta, 10h samedi matin, le top départ est donné. Les 205 coureurs s'élancent dans un nouveau parcours fraîchement tracé pour l'occasion. Cette année, les trailers doivent parcourir 17 km dans la vallée de Teveitoa. C'est une première et on peut dire au niveau du parcours aussi, il y a eu des améliorations. C'est pour la découverte que vous faites ça? Oui, première pour la découverte et pour l'histoire de notre Thierry Apethei, l'emblème, on passe à côté du Monte Mihani. Pour cette 12e édition, les pointures de la discipline ont répondu présent. Entraînés, ils ont tout de même dû composer avec un temps chaud et humide, sans compter les dégâts causés par la pluie sur le parcours. Alors le parcours il est hyper technique, c'est super... En ce moment c'est hyper glissant parce que je pense qu'il a plu dans la semaine et aussi ce matin et même hier soir je pense. Donc le parcours il est hyper technique. C'est des chemins qui ont été ouverts je pense il n'y a pas longtemps. À mi-parcours, les coureurs profitent d'un peu de plat et prennent quelques secondes pour se rafraîchir avant de repartir. Et très vite, ils s'attaquent à des pentes raides et glissantes. La fatigue se fait ressentir, les muscles sont tendus, mais les trailers ne lâchent pas. Hey Jessica, tu vas bien? T'as eu ce maquillage? Alors, ça se passe bien? Comme d'hab, c'est dur, mais on aime ça. Ça va monsieur? Dur, mais ça va. Presque à la moitié. C'est top. Bah oui, on est là pour en chier un peu, mais chut. Et c'est trop beau. C'est la catastrophe là. C'était quoi le plus dur? La glisse. La glisse. En tête de course, à l'aise, le Péruvien Del Bivilla, habitué de ce type d'épreuve, creuse l'avance. Il franchit la ligne d'arrivée après 1h53 minutes de course, soit 20 minutes d'avance sur le deuxième. J'ai quand même poussé un peu, mais j'ai fait la reconnaissance hier, j'ai fait tout le parcours hier. Donc ça m'a permis d'avoir quelques points de repère. Donc non, voilà, après c'est une petite distance, mais elle est quand même super costaud. Damien Troquenet et Hiria Jordan finissent respectivement 2e et 3e, mais non sans mal. Je regrette pas d'être venu, c'était super. Bon après moi c'est pas trop mon domaine, là je sors d'une prépa marathon et du marathon de Valence. Donc je suis plutôt habitué à plus long et surtout plus plat. Mais voilà, vraiment bonne expérience. Toujours un plaisir de partager ça avec les copains Beaucoup de montées aussi. Vous êtes préparé pour cette compétition? Oui, quand je viens de Bora, j'étais préparé aussi. Le rendez-vous est pris pour le prochain raid à Apethei. Ce sera le 1er samedi de décembre 2025. C'est la glissade. Et on continue en course à pied, mais à Titi cette fois-ci. Peu de participants cette année au départ de la corrida de Fa'a en raison de plusieurs événements organisés en même temps. Et 66 compétiteurs étaient quand même engagés dans cette course sur route de 8 km. Le compte rendu avec Ndieb. Ils sont venus pour le plaisir de courir malgré tous les événements sportifs organisés le même jour. Alors, objectif aujourd'hui? Tenir la course. Non, pas d'objectif, juste un petit entraînement aujourd'hui. Comment ça va être fun? C'est pour le fun, oui. Il va faire chaud, moins chaud que prévu, parce qu'il a bien plu tout à l'heure, mais enjoy. Merci. Alors, objectif? Terminer la course. C'est déjà pas mal. Alors comment ça s'annonce? Il y a de la concurrence? Là, surtout lui, là. Non, on va essayer de bien gérer ça et puis ça va être cool, fun, tranquille. Cette 28e édition a enregistré une baisse de participation. Il y a trop de compétitions ce week-end, il y a quelque chose d'extraordinaire sur Ayatea. Et on sort vraiment du mois de novembre où il y a eu plusieurs aussi de grandes courses quand même dans la ville de Papeete. Ils sont peut-être fatigués et puis demain en plus il y a le championnat de cross sur Atimaono. On a quand même du beau monde, oui, il y a 66 qui vont être sur le point de départ là. Je suis quand même content. Le coup d'envoi a été donné sous la passerelle de Carrefour à Aoué. Le parcours d'environ 8 km menait les coureurs à Veitupa où ils ont enchaîné un tour du grand parking suivi d'un tour du petit parking à répéter 2 fois avant de repartir vers l'arrivée au portail de la mairie de Fa'a.
Parti en tête dès le début, Genael Oliviero a été intouchable. Il décroche la victoire avec un chrono impressionnant de 28 minutes 51 secondes. Aujourd'hui, il n'y avait pas Damien, il n'y avait pas Benjamin, donc le but c'était pas de taper dedans parce que demain il y a les championnats de cross en Polynésie. Ouais, j'y participe aussi. Je voulais entre 3,30 et 3,35 et voilà, objectif réussi et c'est vrai qu'il faisait vraiment très chaud. Kylian Barakosa monte sur la deuxième marche du podium, suivi d'Eddie Pongfat qui termine 3e. Je ne visais pas vraiment le podium aujourd'hui. Comme demain, je rattaque sur le cross-country là, qui aura lieu au golf. Ouais, très dur, et la chaleur, hein, très dur. Chez les dames, Sophie Gardon s'impose en 40 minutes 48 secondes devant Eva Teripaya et Gezaï Gloni, respectivement 2e et 3e. Prochain rendez-vous, la corrida de Noël, prévue le samedi 14 décembre à partir de 16h30 à Aroué. La deuxième édition du Rift Haiti Nuit Surf Festival s'est disputée ce week-end dans de très belles conditions sur le spot de Tahar ou à Papara. Et plus de 60 jeunes surfeurs et bodyboarders ont pris part à la compétition. Cette année, notre chasseur de vagues et d'images Désiré Tebao était sur place. Dans cette série du premier tour chez les moins de 14 ans, Terevanui Thornton, Lycra bleu et Liam Chamkwa, Lycra rouge, se livrent un beau duel. Roller, turn ou encore figure aérienne, les deux espoirs se rendent coup pour coup. À l'issue des 20 minutes, c'est Terevanui qui décroche la première place de la série grâce à un total de 15,13. On a fait des heures dans la série, jolies les vagues. Au début, je n'ai pas tellement bien commencé, mais j'ai essayé de tout donner et à la fin, j'ai gagné. Il y a du niveau. Moi, Liam, Anoa, Taoui, Kavei. C'est bien. Avec 17 engagés, la catégorie bodyboard est la plus fournie de la compétition. L'occasion de voir à l'œuvre des talents comme Ro'opouge Temauri Ora. Dans cette série des quarts de finale, il arrache la première place dans les dernières minutes grâce à un total de 11,33. Un petit stress au début, mais bon, j'ai une bonne vague notée à 5 points et ça m'a permis de passer deuxième. Et sur mes dernières vagues, j'ai eu un 6 points et là je suis passé premier, j'étais content quoi. C'est top qu'ils fassent plus de compétitions boogie pour gagner surf boogie quoi. Avec seulement 3 à 4 compétitions organisées dans l'année, les jeunes espoirs de la glisse polynésienne n'ont pas beaucoup d'occasions pour s'exprimer. Avec le Rift Haiti Nuit Surf Festival, Steven Pearson leur offre une belle vitrine. C'est une compétition en plus pour les jeunes de 18 ans et moins. C'est une compétition donc, pour se former, pour travailler la technique, travailler son surf, la stratégie. Donc c'est que du plus pour tous ces jeunes. Et là, il y a un vivier chez les tout petits là, qui ont 12, 11, 10 ans, 8 ans. C'est les prochains, on l'espère, et la Fédération tahitienne de surf, les prochains Kaolivas, Michel Bourez. On va continuer à travailler avec eux au sein du club, au sein de la fédération, au sein de la commission de haut niveau. Et on va tout faire pour les former. Pour réenfiler un Lycra, les jeunes espoirs devront patienter jusqu'en février prochain et la première étape de la Teen Surf Session. Et pour marquer la fin de l'année en beauté, le club de natation Imoa Papeete a rassemblé tous ses jeunes adhérents pour participer à un challenge matinal. Objectif, tisser des liens d'amitié entre petits nageurs et passer un bon moment dans le bassin. Regardez. Avant de plonger dans le grand bain, quelques rappels du déroulement de la matinée et un peu d'animation pour motiver les enfants. Ils sont plus de 40 nageurs âgés de 7 à 11 ans et ils commencent par des tests de natation pour évaluer leur progrès depuis le début de la saison. Puis ils terminent avec quelques petites courses en relais. Alors aujourd'hui on a fait du 100 mètres en crawl. On a fait du 100 mètres qu'avec les jambes. C'était bien parce qu'on a bien nagé. Parce qu'on s'était bien amusé. Alors en fait c'est un challenge animation pour voir un petit peu, rassembler les enfants de l'école de natation, les faire se rassembler, former une équipe, se découvrir entre eux, avoir l'esprit d'équipe, parce que c'est vraiment l'esprit de Imoa aussi, être solidaire, encourager ses copains et on ne regarde pas la qualité, on ne disqualifie pas, ça c'est vraiment l'animation, c'est ludique et pédagogique. Pendant des années, le club a formé des jeunes nageurs qui sont aujourd'hui médaillés d'or aux compétitions internationales. Et pour ce rendez-vous, les champions accompagnent la nouvelle génération. Ils étaient ébahis. Après, comme aussi, on a fait une petite démo pour leur montrer ce que c'est à peu près le haut niveau. Ils ont bien aimé.
Surtout que ils étaient bien à fond dedans, quoi. Ils ont bien aimé. Après, c'est le résultat qu'on attendait. Hein. Avec son armée de petits nageurs, Imoa Papeete tient la dragée haute aux autres écoles de natation du Fénois. La semaine dernière, Imoa a remporté les interclubs. Le Payamanou Oura Rugby Club organisé hier au stade de Tiapa le dernier plateau U8 et U10 de l'année. Et les équipes de Pire Papeete, Fa'a et de Punaouia ont répondu présent. Des matchs et des ateliers étaient au programme pour les rugbymen en air. Le reportage de Désiré Teivao. Touche-le, 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 touche-le. La chaleur n'a pas eu raison de l'enthousiasme et de l'énergie de ces petits joueurs. Ils disputent des matchs à 4 contre 4 et chacun a sa petite spécialité pour faire gagner son équipe. Il faut avancer quand tu as la balle et quand je fais plaquer, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière. Moi, ce que je préfère, c'est qu'on me fasse la passe ou quand je vais marquer. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a une entente Pire-Papeete. Du coup, on peut apprendre à se connaître. On peut essayer de faire des bonnes actions avec l'équipe et de marquer des essais. Si marquer des essais et décrocher des victoires sont importants, l'apprentissage des bases du rugby comme les plaquages et les passes est tout aussi primordial à cet âge. Ok, tu relèves la tête, tu regardes loin devant, tu vas pousser très fort avec cette jambe-là, serrer très très fort avec tes bras et tu pousses. Ouais. Voilà. Les ateliers, on travaille vraiment la technique. Hein. Ça veut dire les plaquages, c'est vraiment on va à l'épaule, on colle les oreilles au niveau du bassin et on fait tomber son adversaire. Hein. Sinon, on joue un 2 contre 3. Les deux premiers, ils fixent les deux défenseurs et le dernier, normalement, il doit aller marquer. Et on passe, c'est la technicité de faire une passe toujours en arrière, mais pour aller marquer devant. Ces jeunes rugbymen vont maintenant pouvoir souffler avant de retrouver les terrains en janvier. La première édition de la Matariki Cup, un échange culturel autour du volleyball, se déroulera du 9 au 13 décembre au Fénois. 100 athlètes de Nouvelle-Zélande, des îles Cook et de Tahiti participent à cet événement. Ndieb nous en dit plus. Arrivées hier, les équipes des îles Cook et de la Nouvelle-Zélande sont ravies d'être au Fénois. Elles sont impatientes de débuter la compétition et de découvrir la culture locale. C'est une belle expérience d'être ici. J'apprécie la culture et toutes les personnes qui prennent soin de nous. Nous sommes très reconnaissants. Nous nous entraînons depuis 1 an et oui, nous avons eu quelques stages cette année. Donc, être ici est vraiment excitant. Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour être ici. On a laissé nos familles chez nous. Donc, cela a beaucoup d'importance de représenter fièrement nos familles. Je suis vraiment enthousiaste. C'est une opportunité pour nous de venir non seulement jouer au volleyball, mais aussi de participer à l'aspect culturel de Matariki. Outre la compétition de volleyball, cet événement est avant tout un échange culturel entre les délégations présentes. Demain, on fait un tour de l'île vite fait avec les 2 délégations et on va s'arrêter sur des sites stratégiques. Peut-être pas trop longtemps parce qu'on a la cérémonie d'ouverture qui va se passer un peu plus tard dans la journée de demain. Et si éventuellement on pense qu'il devrait peut-être passer un peu plus de temps dans la semaine, comme les matchs se passent en soirée, peut-être passer un peu plus de temps avec eux au musée ou sur un marais ou voilà. Les rencontres débuteront demain soir avec les éliminatoires. Les équipes ont jusqu'à jeudi pour se qualifier. Qui remportera cette première édition de la Matariki Cup? La réponse vendredi soir lors de la grande finale. Et un autre événement de grande ampleur se profile encore au Fénois, mais en handball cette fois-ci. Et oui, les IHF Trophy Océania U18 et U20 se disputeront du lundi 16 au vendredi 20 décembre dans la salle Omnisport de Dragon à Papeete. Ce tournoi regroupera Tahiti et nos voisins du Pacifique. Les précisions dans ce reportage. Dernière ligne droite pour nos jeunes sélectionnés. Dans une semaine, ils affronteront 5 équipes du Pacifique, Nouvelle-Zélande, Australie, Samoa, Nouvelle-Calédonie et îles Cook. Ce tournoi se tient tous les 2 ans, mais lors de la dernière édition, seuls nos U20 haïtiens étaient engagés. Cette année, on a rajeuni l'équipe. Donc les nouveaux que tu vois actuellement, c'est les U18, ensuite on a les U20. En fait, tout ce qu'on a fait, on a une nouvelle équipe. On a essayé de gérer du mieux que l'on pouvait, mettre aussi bien un peu de chance des 2 côtés.
Et puis, c'est que partie remise pour tout le monde. Parce que tout le monde a envie de battre Tahiti aussi. Kat Tahiti est le tenant du titre en U20 dans cette zone océanienne. En 2022, nos handballeurs avaient fait un parcours sans faute aux îles Cook. Cette année, les plus jeunes espèrent suivre les traces de leurs aînés. On se débrouille mieux que les anciens matchs. Et il y en a qui ont beaucoup amélioré chez les tirs, la défense. Mais sinon, ça se passe bien. Il y a moyen, si on se donne à fond, on peut gagner ce championnat. On essaie de tout faire pour qu'ils soient prêts le jour J. Qu'ils soient prêts et mentalement, physiquement. Mentalement, ils ont la niaque. Les vainqueurs seront qualifiés pour disputer les IHF Trophy intercontinental. Lors de la dernière édition, nos représentants étaient au Costa Rica. Et cette année encore, l'association FMS Bora Pongiste met tout en œuvre pour préparer ses joueurs aux grandes compétitions. Parmi ses objectifs majeurs, l'organisation des championnats de tennis de table des îles sous le vent en 2025. Et les détails dans ce reportage signé Ronnie Moufat. Séance de cardio, travail physique et répétition des gammes techniques de lundi à vendredi, les joueurs de l'association FMS Bora Pongiste suivent un programme exigeant. Ils travaillent inlassablement les fondamentaux avant de passer aux exercices techniques à la table. Ce qui est un peu difficile pour nous pour l'instant, vu qu'on n'a que 4 tables. Et des fois quand on est tous là, c'est un peu dur de faire tourner tout le monde. La visite d'un entraîneur fédéral au sein du club a marqué un tournant dans la préparation des pongistes. Cette initiative a permis aux joueurs d'adopter une nouvelle approche de l'entraînement, notamment grâce à la méthode d'entraînement polynésienne MEP, créée par Alizé Belrose, conseiller technique à la Fédération tahitienne de tennis de table. Avec ces outils, les pongistes de Bora Bora affinent non seulement leur technique, mais aussi leur stratégie de jeu pour rivaliser avec les meilleurs. Et comme on dit, j'ai bien aimé. J'ai plus appris à renvoyer les services, tu vois. Bon, j'ai pas pris l'habitude de toper. C'est un bon coach. Grâce à lui, j'ai réussi à bien ramener les balles et à bien couper. C'était bien et nous a bien appris. M'a appris plein de choses. Ça nous permet déjà de voir notre vision d'entraînement. Et l'ambition du club ne s'arrête pas là. L'association FMS Bora Pongiste aspire à faire rayonner le tennis de table sur l'île. En 2025, elle accueillera les championnats des îles sous le vent à domicile. Une opportunité unique de mettre en lumière cette discipline et de renforcer la présence sportive de Bora Bora à l'échelle locale. Et ainsi s'achève votre édition. Merci à Oriano pour l'actualité sportive de la semaine ainsi que l'ensemble des journalistes. Merci à vous également de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez votre magazine bien dans son faré. Vous pourrez également revivre les belles soirées du Hura Tapairou. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Athéna Milcam. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée. Excuse-moi de te couper. Et bien sûr, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous. Strength of a champion, Almighty Father, I am near me a call pan. Oh Lord, them not gonna see me flop, nah falter. You keep me firm like the rock at Gibraltar. Bless your son with the strength of a champion. Mighty Father, I am near me a call pan. Them not gonna see me flop, nah falter. You keep me firm like the rock at Gibraltar. He done just got church on Sunday, but every day me praise Jah inna me temple. Say them blessed and them can't humble. With them me no want mingle. Oh Lord, as a man I have to carry life burdens. Move ahead although the future's not certain. Oh Lord, free me shell tougher than turtle. Do enough time me here behind curtains. Jah bless your son with the strength of a champion. Almighty Father, I on hear me a call man.